Bonjour tout le monde, comment vous allez? Voilà, moi je suis avec vous ce matin pour vous donner le cours sur comment élever les porcs ou comment produire des porcs. Donc moi je m'appelle Simplice Bosco Aïssi Wede. Je suis béninois de nationalité, mais je peux dire que j'ai passé quand même déjà plus de temps, si je prends un peu mon acte de naissance, si je dois compter le nombre d'années effectuées, c'est comme si je fais déjà plus au Sénégal que chez moi. Parce que j'ai fait mes études vétérinaires ici à Dakar, à l'école vétérinaire, où je suis sorti docteur vétérinaire et puis après, on est allé faire donc la spécialisation sur la production animale et par la suite sur un volet spécifique qui est la nutrition des animaux. C'est pour ça que j'ai mis que je suis docteur vétérinaire, zootechnicien et nutritionniste. Et je crois que parmi vous aussi, des gens peuvent bien se retrouver, qu'on soit donc dans la transformation des fruits et légumes ou de la mangue. Je crois que le porc peut aussi trouver son compte parce que c'est des omnivores. Donc, ils mangent un peu de tout. Lorsqu'on veut aussi créer une ferme quand même intégrée, bon, c'est comme le dit, si on peut résumer, c'est la loi de rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne... C'est ça, non? Tout se transforme. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas produire du biogaz et avoir de l'énergie de gaz pour la cuisine, l'électricité, si vous n'avez pas aussi les porcs. Parce qu'on va voir par exemple que parmi les avantages, par exemple, de faire l'élevage de porcs, il y a justement ce rôle agronomique, mais aussi ce rôle énergétique qui est par exemple la production de biogaz. Donc c'est important. OK? Voilà, donc pour commencer, on va dans un premier temps, puisqu'il est question de parler de l'élevage de porcs, il faut qu'on fasse une petite introduction. Et après cette introduction, on va aborder les races. Est-ce que tous les porcs qu'on voit sont les mêmes? C'est pas évident. Donc les porcs, on va voir que c'est différentes races. Selon qu'on veut utiliser nos propres races africaines ou bien on veut les améliorer en important des races étrangères. Et aussi, si l'on prend l'élevage de façon globale, quels sont les différents systèmes qui existent en termes donc de production? On va parler de ça rapidement et donner un peu leurs caractéristiques. Et lorsqu'on connaît les races, le système d'élevage à adopter, on sait à peu près qu'est-ce qu'il faut donc faire en termes d'investissement pour construire les bâtiments, là où on doit élever les porcs. C'est pour ça qu'on va parler donc des bâtiments d'élevage et du matériel dont on a besoin lorsqu'il est question donc de faire de l'élevage porcin. Ensuite, si on a le bâtiment, on choisit la race, tout ça là qu'on a acheté, qu'on installe les animaux, mais c'est toute une technicité après qui va être derrière maintenant pour savoir quand est-ce qu'il faut mettre la femelle et le mâle ensemble, avoir donc assisté à l'accouplement pour confirmer peut-être des femelles gestantes qui vont après donner des petits. Et ces petits, on va pouvoir donc après suivre l'allaitement jusqu'au sevrage. Et quand on va les sevrer, il faudrait donc les élever jusqu'à l'âge où on est prêt pour vendre, soit pour la consommation ou bien vendre à d'autres éleveurs qui veulent aussi s'investir dans l'activité. C'est pour ça, au point 3, on va parler de la conduite et de la gestion de la production porcine. Et comme on a dit, ça ne peut pas marcher si on ne peut pas bien gérer et maîtriser la reproduction, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir des porcelets. Les porcelets vont être élevés d'abord après le sevrage à part, c'est ce qu'on va appeler le post-sevrage. Et une fois qu'ils ont à peu près 3 ans, 3 mois, on va donc les passer à la phase donc de croissance-engraissement et les engraisser pour vendre. Et là, je crois qu'il faut compter 6
mois au moins, jusqu'à 10 mois à peu près. Dans ce volet aussi, on ne peut pas avoir de beaux sujets, tout ça là, si on néglige l'alimentation. Mais il n'y a pas que l'alimentation aussi, la santé. Les animaux tombent malades. Et pour ce qui concerne les porcs, il y a beaucoup de maladies, parmi lesquelles la peste porcine africaine. Il y a des gens qui, si par exemple en Casamance, je sais que le porc là-bas, il n'y a pas de maison où on n'y va pas sans trouver les porcs. Mais la même chose aussi, lorsque l'épidémie arrive, la peste arrive, ça tue également pratiquement presque tout le cheptel et c'est un cycle. On reprend, ça meurt et on reprend parce que cette maladie est tellement dangereuse, malheureusement, il n'y a pas de vaccin. Et donc, les mesures de biosécurité, l'hygiène, c'est sur ça qu'on va beaucoup mettre l'accent pour donc, prévenir et préserver donc, les animaux contre les maladies. C'est bon de faire l'élevage, mais à un moment donné, on doit quand même aussi se poser la question pour dire, bon, voilà, nous sommes en train de faire. Est-ce que ça marche très bien, ou ça ne marche pas? La seule manière de savoir, c'est qu'on puisse enregistrer aussi tout ce qu'il y a comme information liée à notre élevage. Donc, l'enregistrement des données d'élevage. Si vous dites à l'autre éleveur que votre ferme est plus performante que la sienne, il faudra pouvoir lui démontrer que c'est vrai. Mais les seuls éléments qui vont vous permettre de le montrer, c'est que vous puissiez dire, voilà, moi, mes truies donnent 15 petits par femelle et j'arrive à sevrer 14. Ça veut dire que c'est un seul filleul qui meurt sur les 15. Au moment où lui, il dit, ah, moi j'ai 12 et je perds au moins 5 pour sevrer 7. Mais si vous n'enregistrez rien, pas de preuve donc pour convaincre. C'est pour ça qu'on dit on doit enregistrer les données, pouvoir calculer donc les paramètres de production, mais aussi les paramètres économiques. Si vous payez l'aliment, combien vous l'avez acheté, vous avez utilisé quelle quantité pour avoir un porc gros que vous voulez vendre. On est d'accord? Parce que la finalité de l'activité d'élevage, c'est l'argent, c'est gagner de l'argent. On est d'accord? Donc, si on n'enregistre pas, on ne peut donc pas faire cette évaluation. C'est pour ça qu'on va terminer par cette partie concernant l'enregistrement des données avant donc de conclure. Alors, on peut dire en termes de production ou de cheptel mondial de porc que l'effectif aujourd'hui quand même avoisine 1 milliard de têtes selon la FAO. OK? On peut également noter qu'en termes de production, que c'est surtout l'Asie qui est le principal producteur. La Chine, par exemple, tous les pays quand même du continent asiatique, vous voyez quand même que c'est plus de 50% donc, du cheptel mondial. Ensuite, vous avez l'Europe et l'URSS, avec à peu près autour de 30% de la production mondiale. Ensuite, l'Amérique, autour de 15%. Et on voit quand même que l'Afrique est encore au bas de l'échelle. On est à moins de 5%, pour dire à peu près autour de 2%. On note aussi quand même que parallèlement, il y a des différences aussi de consommation de viande de porc. Et ces différences sont dues au fait d'abord que quand les pays sont fortement producteurs, ils consomment aussi. Quand un pays n'est pas trop producteur, la consommation aussi n'est pas tellement importante parce qu'il y a un problème de disponibilité. Et lorsqu'on prend en compte ce facteur, on peut dire par exemple dans les pays développés comme l'Union européenne ou les États-Unis, la consommation de viande de porc fait quand même 60% de la consommation totale de viande.
donc plus de 50 kg consommés par an, par habitant, contre, je crois, autour de 10%, le truc a caché un peu, contre à peu près 10% pour les pays, pour ne pas dire de n'importe quoi. Voilà, c'est bel et bien, contre à peu près 10% pour les pays en développement, et la consommation est estimée à peu près à 3 kg de viande de porc par habitant par an, surtout en Afrique. Cette disparité de répartition et de consommation, on trouve aussi plusieurs raisons qui expliquent cela. Comme on a dit, il y a d'abord les conditions climatiques et environnementales. Lorsque on est quand même dans une zone où il fait excessivement chaud, ça limite quand même l'activité d'élevage de porc, parce que le porc lutte difficilement contre la chaleur et ça peut constituer un handicap. Les habitudes alimentaires où les gens aiment consommer la viande de porc, quand je prends le sud du Sénégal, c'est presque culturel. Les gens consomment facilement. Et si je prends d'autres pays où côtiers, par exemple comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc., c'est consommé. Mais lorsqu'on va quitter peut-être le Sénégal, aller au Niger, en Mauritanie, etc., on verra que cette consommation va être très, très réduite parce que les gens ne vont pas s'intéresser à cet élevage-là pour des raisons qui peuvent être religieuses ou aussi culturelles. Par exemple, quand vous n'êtes pas habitué à faire l'élevage, vous n'êtes pas. Un peu, vous avez beau dire, il ne peut pas vivre sans les animaux. On est d'accord. Mais les raisons religieuses, c'est surtout, par exemple, l'islam ou le judaïsme, où le porc est interdit, la consommation est interdite. OK? Mais si on se dit, quand on ne veut pas consommer, est-ce que ça vaut le coup de produire? On est d'accord. Et ça constitue un handicap aussi. Mais quand même, s'il est question de se faire de l'argent, je ne crois pas aussi que faire l'élevage de porc en soi, pour moi, n'est pas quelque chose qui sort du cadre, parce que c'est comme toute activité qu'on veut mener, et c'est ce que je dis même souvent aux étudiants. Vous faites le cours, c'est parce qu'on suppose qu'on vous donne un peu les rudiments, la technique pour accompagner des gens qui sont dans le besoin. Mais si vous savez comment élever, quel produit il faut administrer à cette bête-là pour permettre à l'éleveur de récupérer, et que paradoxalement, vous dites non, écoutez, moi je suis pour des raisons de religion, je ne peux pas traiter l'animal, je crois que quelque part, on faillit un peu à notre sacerdoce. Parce que quand on est véto, son rôle premier, c'est ça. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on prend de la viande pour consommer. On est d'accord. Toutefois, on note quand même, malgré ces contraintes, l'accroissement de la production de porc ces dernières années, ce qui laisse entrevoir d'énormes possibilités en termes donc, des avantages qu'on peut tirer donc, de cet élevage par rapport aux autres, surtout les ruminants, qui sont quand même des herbivores, mais comparés au porc, les avantages zootechniques ne sont pas les mêmes. Quand je prends avantages zootechniques, on sait bien le porc, c'est une espèce qui est très prolifique. Ça donne beaucoup de petits. On peut avoir en moyenne une douzaine, voire une quinzaine, en fonction donc des races. Donc, forte prolificité, avec un cycle de reproduction et de production court. C'est une espèce qui est omnivore, donc qui mange un peu de tout, qui produit de la viande sans contribuer à la détérioration du pâturage naturel. Parce que quand on a les porcs, on n'a pas forcément la même contrainte pour nourrir une vache
parce que pour nourrir la vache, il lui faut du fourrage, etc. Mais les conditions sont tellement rudes que vous n'avez pas. Le porc n'a pas besoin de ça. Donc, il y a cet aspect-là. Avantage nutritionnel aussi et industriel. Pourquoi? Parce que la viande, c'est une viande de très bonne qualité nutritionnelle. La production, c'est la plus importante d'ailleurs parmi la production de viande au monde, bien que les autres espèces soient numériquement plus répandues. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre ici, ce tableau. Vous voyez ici qu'en termes d'effectifs, en 90, c'est vrai que c'est un peu ancien, mais n'empêche, on a ici 1 253 000 têtes de bovins pour une production de viande qui ne fait que 500 000 tonnes. Alors que vous avez pour les porcs 826 millions, ok, et vous avez 63 917 tonnes de viande. Encore plus, quand on prend même pour les poulets 10 050 millions, et ça fait ici 11 495, ce qui vous fait quand même qu'on a une forte production de viande avec comparé donc aux bovins. Pourquoi? Parce que la carcasse de porc, en termes si on veut calculer le rendement, le poids de la carcasse sur le poids de l'animal vif abattu, c'est ça qui est élevé. Tout simplement parce que quand on prend déjà le tube digestif, n'est pas aussi balèze que ce qu'on a chez les ruminants, où rien que le tube digestif, ça fait pratiquement près de 20 à 30% du poids de l'animal. Donc, et c'est ça qui déprécie un peu, qui diminue la qualité donc, ou la quantité de la viande. La viande est souvent grasse, mais il faut reconnaître aussi qu'elle est fréquemment recherchée comme source de lipides animaux pour le traitement industriel. Pourquoi? Parce que c'est une graisse qui est utilisée en industrie pour produire donc tout ce qui est, comment on appelle, crème, les colorants, les rouges aux lèvres, des trucs, et que les industriels qui sont dans ces domaines-là utilisent et ils sont tout le temps à la recherche. Ce qui fait que même si on dit, bon, c'est pas bien de consommer trop de graisse, c'est pas bon pour notre santé, le fait aussi quand même qu'on trouve cette graisse n'est pas une mauvaise chose pour des industries qui sont donc dans la production de ces produits. Avantage économique aussi, parce que la rentabilité de l'élevage de porc est très bonne et c'est plus rapide même de revenir sur, récupérer facilement ce qu'on a investi dans cette activité. Et si on peut gagner de l'argent de façon rapide, quelque part ça réduit la pauvreté, la viande est disponible aussi, on peut manger à sa faim et ça réduit aussi quelque part le problème donc, de l'insécurité alimentaire. Autre avantage, c'est des avantages agronomiques, mais aussi énergétiques. Avantages agronomiques parce que les matières fécales, le lisier des porcs ou les composts de lisier sont utilisés comme fertilisants en agriculture, donc pour augmenter le rendement culturel donc de n'importe quel type de production végétale, mais aussi, ça sert aussi d'aliment pour les poissons. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on veut faire l'élevage intégré, porc, pisciculture, c'est souvent combiné parce que les déjections des porcs sont facilement déversées dans les étangs. Les poissons récupèrent ce qu'ils peuvent récupérer. Ensuite, on va vider et reprendre le compost là pour aller l'épandre donc au niveau des champs pour faire de l'agriculture. On peut faire la même chose pour avoir de l'énergie, du biogaz pour le ménage, qui peut aussi servir à produire de l'électricité, ce qui diminue également les charges quotidiennes donc, en termes donc, d'achat de gaz industriel. Donc, c'est vous dire quand même que cet élevage a donc vraiment sa place. Et c'est important de le faire parce que ça peut permettre quand même de nourrir son homme et de pouvoir s'occuper du ménage. Quelle est la situation actuelle?
au Sénégal, si l'on fait un peu la comparaison, on voit quand même qu'en dehors peut-être de, comment on appelle, des camélins, hein, c'est-à-dire les chameaux, les dromadaires, où on a, qui constitue hein, l'effectif le plus faible d'animaux, on voit quand même que c'est le porc hein, qui est le parent pauvre. On est d'accord, parce qu'actuellement, l'effectif tourne autour de 400 000 têtes de porc. Alors que vous voyez que la volaille industrielle est à 37 530 000. Les bovins, 3 541 000. Et les ovins, 6 millions, les caprins, 5 millions. Donc, on voit quand même que c'est les porcs qui constituent donc les parents pauvres. Et donc, on a encore du travail hein, pour booster donc, ce secteur et assurer donc, une disponibilité hein, permanente donc, de ce produit. Parce qu'il faut le dire, hein, ça ne se consomme pas seulement en Casamance, mais ça se consomme partout au Sénégal. À Dakar, ici, c'est consommé parce qu'il y a quand même une niche d'étrangers qui sont là aussi et qui aiment consommer et je crois que c'est une belle opportunité. Alors, quelles sont les races exploitées en élevage de porc et les systèmes d'élevage qui existent? C'est ce qu'on va essayer de voir. Parlant des races, on peut dire qu'il y a ce qu'on appelle les races locales africaines. Hein, le Sus scrofa, le Domesticus. En fonction des pays aussi, on donne différents noms. Vous avez au Cameroun, cette race est appelée Bakossi. Lorsque vous partez en Côte d'Ivoire, on l'appelle Korogo. Ashanti naît au Ghana. En Afrique du Sud, d'autres l'appellent le Wintnier à d'autres tranchants, ou bien le Colbreak. Il y a le porc Materi au Bénin. Donc, tout dépend, simplement pour désigner que, en fait, c'est des porcs qui sont typiquement de l'Afrique. OK? La différence par rapport aux autres, c'est quoi? Vous voyez que c'est des sujets qui sont en général de petite taille. Ils n'arrivent jamais à avoir au poids adulte le poids qu'a une race améliorée. Les oreilles sont petites et dressées avec un groin qui est assez fin. À l'âge adulte, le poids c'est autour de 40-50 kg. Au moment où on peut aller jusqu'à plus de 100 kg hein, pour les races améliorées. Mais c'est un animal qui se débrouille très bien, qui résiste aux conditions climatiques difficiles et qui s'adapte très bien donc, à nos réalités. Il mange un peu de tout et en termes donc d'exigences alimentaires, on peut dire que ils sont nettement mieux par rapport à la race améliorée. En termes de résistance aussi aux maladies, hein, la race locale est nettement en avance. Lorsqu'on essaye d'améliorer un peu les conditions d'élevage, on a aussi donc des résultats qui sont meilleurs. J'ai fait exprès en mettant ces deux photos pour dire ça, je l'ai pris dans la porcherie hein, de mon jeune frère et ça, c'est ce que moi-même je fais. Mais quand on vous donne ici ces porcs et ceux-ci, lorsque vous regardez sur la photo, vous allez dire que les plus âgés, c'est ça. Ou bien, parce qu'ils sont plus gros. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Les plus âgés, c'est ça. Vous voyez ici que les conditions d'élevage, ce n'est pas vraiment l'idéal, c'est du sable. Et, les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. Même quand vous traitez, c'est comme si on traite l'animal et on le plonge encore dans les microbes et les parasites. Ça ne marche pas. Alors que là, vous voyez que le sol a été bétonné, cimenté, on a même servi l'aliment presque au sol. Et donc, malgré qu'il y a une différence d'âge de 2 mois, on voit quand même que ceux-ci sont nettement mieux
que ce qui est à côté. Et autour de 10 mois, voilà ce qu'ils sont devenus et je les ai vendus. Donc, c'est les porcs de race locale. La robe, c'est souvent noir, où on peut avoir aussi quelques taches dedans. Donc, la robe, c'est la couleur de, comment on appelle, de l'animal. C'est ça qu'on appelle la robe. Il y a les races améliorées, qu'on peut appeler des races de grand format, qui ont une croissance très rapide comparée aux races locales, assez musclées, bonne aptitude bouchère et peut aller jusqu'à 130 kg à 10 mois d'âge, au moment où, lorsqu'on réunit bien les conditions, on tourne autour de 40 à 50 kg chez les porcs locaux. Les caractéristiques sont diverses. Il y en a qui sont très prolifiques, bonne fécondité, bonne nourrice, parce qu'elles s'occupent bien de leurs petits à la naissance. Quelques exemples de ces porcs, c'est le porc Lash White, originaire d'Angleterre. Il y a le Lash Black, le Landrace du Danemark, le Piétrin stress négatif de la Belgique, le Hampshire, le Duroc Jersey, et vous avez aussi des porcs de race chinoise qui, en termes de gabarit, sont un peu peut-être un peu plus grands que les porcs africains, mais sont plus prolifiques quand même que les porcs locaux. Voilà un exemple donc de porc Lash White. La différence est, on a dit, grand format, ils sont assez grands, mais caractérisés par une robe qui est blanche. OK? Donc vous ne voyez pas ici de noir dedans ou de trucs, non. Comment on peut reconnaître ça? Ses oreilles sont portées, sont larges, mais c'est bien dressé. Et vous avez une légère concavité au niveau donc du coin. OK? Que ce soit, ça c'est une femelle adulte, donc c'est une truie. Que ce soit le mâle aussi, c'est la même chose. Vous voyez ce mâle-là, légère concavité, les oreilles qui sont bien debout, mais il y a ces testicules qui sont là qui prouvent que c'est un mâle. Un jeune mâle, Lash White, et vous avez ensuite le Landrace. On peut se poser aussi la question, mais comment on peut différencier ça? Qui a vu la différence là? Vous voyez, voilà. Ses oreilles sont tombantes et sont portées horizontalement. Sinon, c'est le seul élément qui vous permet fondamentalement de différencier les deux. On est d'accord? Ça, c'est une truie, donc, et là, le mâle, vous voyez que ses oreilles sont toujours une cochette. Ses oreilles sont toujours tombantes, donc, et ça ne trompe pas. Dès que vous trouvez un porc de grand gabarit avec des oreilles qui tombent comme ça, couleur blanche, vous pouvez dire ça, c'est du Landrace. OK? Ensuite, on peut avoir le porc piétrin, qui est originaire de la Belgique parce que c'est là-bas qu'il a été sélectionné. Et du point de vue différence, on voit ici que c'est également un animal qui est de grand gabarit, mais la robe est tachetée. Vous avez des plaques noires qui sont dispersées un peu partout donc, sur son corps. Et en termes également de conformation, on voit qu'il est bien musclé. L'autre, c'est musclé, mais il y a aussi de la graisse en quantité importante par rapport au piétrin stress négatif. Donc, celui-ci a été sélectionné sur le gène CULAR, le gène qui favorise le développement des muscles. C'est pour ça aussi, même une jeune femelle, vous voyez même que les muscles fessiers sont bien rebondis, ce qui permet donc d'avoir un bon rendement de chair en termes donc de production de viande. Il y a une autre race qu'on appelle le Hampshire. C'est également de grand format. À 6 mois, on peut aller jusqu'à 120 kg. Mais la seule différence pour que vous ne confondez pas avec
fait, tout ce qu'on a projeté tout à l'heure, c'est quoi? On voit ici qu'elle a une robe qui est noire, mais avec une ceinture blanche au niveau de sa partie antérieure. On voit que les deux membres antérieurs, ok, les deux pattes là, et le dos, cette partie est blanche. C'est une ceinture. Si c'est du Hampshire, ça ne trompe pas, c'est toujours comme ça. Même la femelle là, vous voyez, non? Toujours comme ceci, les pattes, le dos, et ça fait le tour. Mais les autres parties, vous voyez que tout est... Et quand on regarde les produits, par exemple, de ces femelles, il y a du Hampshire dedans. Ou bien, il y a ça et ça. Alors que les autres là, on a vu qu'on n'a pas trouvé ça. Pour ceux qui ont fait... Oui? C'est bien possible, non? Pour ceux qui ont fait un peu la génétique, lorsque le mâle a croisé une femelle qui est Hampshire et que dans sa descendance, on trouve des individus qui ne ressemblent pas à la femelle, mais certainement au mâle, et que parmi ça aussi, il y a des individus qui ressemblent à la femelle, ça veut dire quelque part que ce gène-là est un gène récessif. On est d'accord? Donc ça veut dire quoi? Le mâle qui a dû certainement accoupler la femelle a un gène, a donné de gènes dominants, mais aussi le gène Hampshire. On est d'accord? C'est ça qui a fait qu'on a trouvé dans ces individus-là. Et un jeune aussi, comme on a dit, ça ne trompe jamais. Donc quand c'est comme ceci, c'est du Hampshire. Et c'est des sujets aussi qui ont une croissance rapide. Il y a une autre race aussi qui est exploitée. J'en ai vu au Congo, au Cameroun, le port d'Europe-Jersey, qui pèse également et qui a une croissance rapide aussi. Ça, c'est une femelle qu'on peut facilement identifier. Pourquoi? À cause de la couleur ici de sa robe, qui est une robe jersey, le fauve, uniforme. Ok? Et ça ne trompe pas. Et voilà une jeune cochette d'Europe jersey qui se présente aussi comme ça. Alors, comme on a dit, ces races ont une bonne croissance. Ils sont prolifiques, d'autres sont plus fécondes et d'autres moins. Quand on prend surtout les porcs méchants ou cantonais de la Chine, ce ne sont pas forcément des races de très très grands gabarits en tant que telles, mais on voit quand même que ces races, en termes de prolificité et d'aptitude à bien nourrir les petits, elles sont championnes. C'est pour ça que j'ai mis, en disant les porcs méchants et cantonais sont réputés pour leur bonne prolificité et leur excellente fécondité. C'est pour ça que certains aussi achètent ces femelles-là et les croisent avec des mâles qui peuvent produire, qui sont bien géants, comme les piétrins ou le landrace, dans l'intention d'avoir beaucoup de petits, mais qui puissent aussi croître de manière un peu plus rapide qu'une race locale. OK? Alors, quels sont les systèmes de production qu'on peut rencontrer? On peut dire qu'il y a plusieurs systèmes. Il y a le système qu'on va qualifier de traditionnel, il y a le système semi-intensif, il y a le système intensif. En Europe et en Amérique, on a tendance aujourd'hui à garder les animaux ou les porcs sur prairies
avec des abris individuels. Et on appelle ça élevage plein air. Il y a aussi le système intégré, surtout en Asie, en Amérique latine aussi, où le porc est associé à d'autres cultures, la culture d'algues, la production de poissons, afin de pouvoir valoriser au mieux les déjections, comme j'ai expliqué au début. Qu'est-ce qu'on voit concrètement quand on parle du système traditionnel? Ça veut dire quoi? C'est un élevage qu'on fait sans grands moyens. On laisse, comme on a l'habitude de dire, les animaux se débrouiller comme ils peuvent. Pourquoi? Parce que dans ce système, on n'apporte pas assez d'intrants pour la production. C'est pour ça. Et dans ce système-là où on ne fait pas assez d'efforts pour se préoccuper quand même des animaux, on voit qu'on ne peut pas s'hasarder pour utiliser les races améliorées. Parce que quand vous importez une race améliorée, c'est beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'est un système qui va utiliser les races locales. L'effectif, ce n'est pas important, 3 sujets à une dizaine, et qui pratiquent surtout la divagation et ou la claustration ou même la semi-claustration. Ça veut dire quoi? On laisse les animaux libres, ils se débrouillent dans la nature, etc. Si les activités champêtres commencent et que les gens commencent par tuer, on va dire bon, il faut qu'on les enferme un peu, etc. Et quand c'est comme ça, on ne contrôle rien, rien n'est garanti. On est d'accord. En termes de logement, il n'y a presque pas. Ou lorsqu'il existe, c'est des abris de fortune. Logements traditionnels, matériaux locaux, sans normes d'élevage ni organisation. On met tout le monde ensemble. Les gros sont là, les petits sont là, les mâles aussi. Lorsque vous donnez de la nourriture, c'est sauve qui peut. Les plus forts essayent de tout rafler et les plus petits n'ont rien. Et c'est ça qui fait aussi que le taux de mortalité, c'est souvent élevé. On est d'accord. Pour l'alimentation, c'est basé sur la nature, le climat, la saison et aux disponibilités en sous-produits agricoles, les déchets de cuisine, etc. Ça veut dire quoi? Si on est à une période où il y a eu beaucoup de cultures, beaucoup de sous-produits disponibles, ils mangent bien. Quand ça finit, ils rentrent aussi dans la galère. Actuellement, il pleut, il peut y avoir un peu de verdure, etc. Ils ne vont pas trop être en difficulté, mais dès que tout va finir par disparaître et que le ménage aussi n'arrive plus à manger correctement à sa faim, vous voyez quand même que leur nourriture pose problème. On peut parfois aussi demander aux voisins s'ils ont des restes de repas, etc., et qu'ils n'ont pas de porc, on peut récupérer pour donner, mais avec des risques aussi. On est d'accord. La santé, pas d'hygiène, on ne traite pas les animaux contre les maladies, donc les infestations sont massives, les parasitoses, la gale, c'est les, comment on appelle, les ascaridioses, donc les porcs sont fortement parasités. Au plan de la reproduction et de la génétique, pas de sélection. On ne sait pas quel mâle a sailli quelle femelle. On ne sait rien. On vous trouvez les petits, parfois vous ignorez qui est le père donc, de ces porcelets. Les saillies, on ne sait pas quand est-ce que les accouplements ont lieu parce qu'on ne suit rien. Les performances aussi sont faibles. Pourquoi? Parce que si il y a eu un mâle qui est tout petit, qu'on ne devrait pas normalement utiliser pour la reproduction, mais qui a pu monter une femelle, vous aurez aussi des porcelets, mais qui seront très petits. Parce que lorsqu'on veut avoir de beaux sujets qui vont vite se développer, il faut choisir et retenir les bons mâles et les utiliser comme géniteurs. On est d'accord. Lorsque on compare au système amélioré qu'on a
qualifié ici de système semi-intensif, là, c'est plus sérieux parce qu'on se dit, il faut qu'on gagne de l'argent. Du coup, l'effectif est important, ça peut aller à une centaine de têtes. On va noter qu'il y aura les races améliorées aussi. Les animaux sont gardés de façon permanente en enclos. On ne les libère pas pour la divagation. Et les races améliorées qu'on a, l'intention, c'est beaucoup plus pour faire du métissage. On les croise avec les femelles, les locaux, les porcs locaux, pour avoir donc des métisses qui auront une croissance plus rapide. Lorsqu'on parle de logement, on voit que les logements existent et c'est des porcheries qui sont améliorées, relativement bien organisées en fonction donc du stade de vie des animaux. Ça veut dire quoi? Vous avez des loges qui sont dédiées pour la maternité, des loges qui sont dédiées pour des porcs qui sont en engraissement, des loges qu'on a laissées pour les porcelaires qu'on a sevrés, ce qui fait qu'il y a une sorte d'organisation qui permet à l'éleveur de contrôler. Et c'est ce qui, normalement, doit se faire. On ne peut pas mettre une truie qui est gestante dans le lot des porcs qui sont en engraissement et pour se battre. La gestation, si c'est le cas, il risque d'avoir des avortements. Une femelle qui allaite, on ne peut pas la mettre encore avec d'autres porcs. Vous lui donnez la nourriture. Si elle n'arrive même pas à manger, c'est les autres qui mangent alors qu'elle a des petits à nourrir. Ça veut dire, les femelles comme ça, c'est la maternité. Ceux qu'on est en train d'engraisser, on les met à part. Ceux qu'on a sevrés, on les met aussi de façon séparée. On voit que c'est des sujets finalement qui sont près du même âge, à peu près le même poids. En termes donc de bagarre, chacun peut quand même montrer que lui aussi, il est un peu chef par rapport à... Tu dis, tu veux te battre et tu trouves que c'est un géant maintenant qui sort comme ça, mais tu ne peux rien. On est d'accord. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Lorsque les conditions de logement sont améliorées comme ceci, au plan de la santé, c'est plus simple. On peut bien nettoyer, désinfecter et assurer une bonne hygiène. On est d'accord? La prophylaxie sanitaire, on désinfecte tout ça là de façon périodique pour éviter les maladies. On voit que dans ces élevages, les maladies sont peu fréquentes. C'est rare. L'alimentation, c'est plus correct, mais ça va dépendre surtout du marché. Parce que là, on a un effectif important à nourrir. On ne va pas attendre si Aïssatou a laissé des restes de repas chez lui, chez elle, ou bien est-ce que telle personne ou tel resto a laissé des restes d'aliments pour aller récupérer et nourrir. On est obligé de tout faire pour trouver l'aliment, acheter des proventes au niveau des industries, des magasins, pour stocker et les nourrir de façon continue. S'il y a des sous-produits agricoles ou agroménagers, les déchets et autres, on peut les utiliser. Mais on ne va pas attendre ça pour dire que c'est rien qu'avec ça qu'on va nourrir les animaux. Vous ne pouvez pas réussir. On est d'accord. Donc ça, c'est important. Au plan de la reproduction et de la génétique, on ne fait pas forcément de sélection, mais ce qu'on fait souvent, c'est le croisement. C'est pour ça que vous trouvez souvent deux races. Ils ont la race locale, ils ont la race améliorée, ils font surtout les croisements pour produire des métis et vendre. OK? Les saillies sont contrôlées. Quand le mâle, c'est l'éleveur qui décide du mâle qui va accoupler telle femelle. Et il note ça pour savoir que lorsqu'il je confirme une gestation, les petits viennent de tel verra. Surtout quand on a 2 ou 3 mâles, ça permet aussi, quand on va choisir leurs jeunes femelles et les croiser, d'éviter les consanguinités. On est d'accord. Mais c'est très difficile à gérer ce type de reproduction fait par les mâles
où on fait du croisement entre amélioré et local, parce que si l'effectif est important, ça veut dire qu'il faut aussi avoir beaucoup de mâles. Si vous avez 10 femelles ou 12 femelles, alors que vous voulez réussir la saillie sur les 10 là, en même temps, de manière à ce qu'elles mettent bas, même période, et vous n'avez qu'un seul verra, ça devient difficile. Comment un verra peut-il arriver à saillir en même temps les 10 femelles là dans la même semaine pour que vous ayez les mises bas dans la même semaine? Ça devient compliqué. L'autre problème aussi, lorsqu'on fait ce métissage, c'est quoi? Vous avez une femelle de race locale que vous voulez faire monter par un verra de race améliorée qui est beaucoup plus balèze. Il y a donc une disproportion de taille. La femelle, des fois, ne peut pas supporter le poids du mâle et donc ça ne marche pas. Pour éviter tout ça, l'insémination. OK? C'est difficile. Enregistrement des paramètres, c'est fait parfois de façon irrégulière en fonction donc des élevages. Et le dernier système, le système intensif. Vous voyez, dans le premier cas, on a amélioré, mais la toiture ici n'a pas utilisé de tôle d'aluminium ni de zinc, etc. Mais c'est juste fait en paille. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça diminue déjà l'effet de la chaleur, comme on va voir tout à l'heure. Comme c'est en paille, il va faire bien frais et le porc aime la fraîcheur. On est d'accord? Ici, où on a eu un peu de moyens, on peut construire en aluminium, mais on va respecter les normes en mettant par exemple des lanterneaux pour qu'il y ait d'ouverture, décalage entre deux toits pour que l'air puisse circuler partout, etc., pour diminuer un peu l'effet de la chaleur. Et à l'intérieur, vous voyez bien que c'est un couloir central de part et d'autre, et vous pouvez passer pour distribuer l'aliment, faire vos tâches quotidiennes d'élevage. C'est un système qu'on retrouve surtout zones périurbaines, qui sont proches donc des villes, et qui a pour but essentiellement commercialiser les porcs produits. Et là, l'effectif, c'est plus de 100 à 1000, et ces fermes en général exploitent les races améliorées. C'est quelques rares fois vous trouvez des races locales. C'est des logements modernes qui sont bien organisés. Le logement pour la maternité, le post-sevrage, la croissance, la finition. L'alimentation aussi est correcte et basée sur des formules d'aliments, soit faites par le fermier qui est à l'expérience, ou bien des aliments industriels qui sont achetés. On peut également noter que dans ce type d'élevage, il n'y a pas véritablement de problème de maladie parce qu'on assure une bonne hygiène, on nettoie et on désinfecte les bâtiments selon les recommandations et on assure également une prophylaxie sanitaire rigoureuse. On a la période, comment on appelle, son plan de déparasitage, tout ça, donc ce qui fait quand même que parler de maladies dans cet élevage, c'est rare. Si ça arrive, soit un ouvrier qui travaille n'a pas certainement respecté les consignes. Il est parti peut-être dans une porcherie, dans une autre porcherie, et il vient, il ne sait pas changer, et il rentre dans votre porcherie. Il peut les contaminer si, dans l'autre porcherie, il y a des microbes qui font ravage. On est d'accord? Donc, c'est comme ça. Au plan de la reproduction et de l'amélioration génétique, ils font des croisements, ils tiennent des fiches techniques, des livrets généalogiques disponibles, ce qui leur permet aussi de bien choisir les femelles et les mâles à accoupler. Ils contrôlent donc les accouplements, mais ça devient difficile si la monte est naturelle, avec des difficultés de regroupement de mise bas
et de sevrage collectif. Pourquoi? Parce que si on dit regrouper les misbahs, c'est important. C'est ça qui permet d'ailleurs de gagner des marchés auprès des grands hôtels, des restaurants. Imagine que vous gagnez un marché auprès d'un hôtel qui dit, moi je veux que vous me livrez chaque mois 20 porcs, bien gros, à être abattus. Comment vous allez faire pour lui livrer chaque mois ou chaque 2 mois les 20 porcs? Une seule femelle ne peut pas vous produire 20 et vous... Non, c'est impossible. Pour être sûr d'avoir les 20, vous allez dire à quelle race je vais choisir et quel est le taux de prolificité de cette race. On est d'accord? Alors, si on prend la race, on sait que, bon, on dit en moyenne, ça va donner 12. Si je dis 10% de mortalité, je vais sevrer combien? Peut-être 8 ou 9. Si je sèvre 8, pour avoir au moins les 20, là, ça veut dire que j'ai besoin au moins d'au moins 3 femelles. Vous voyez? Si j'ai les 3 femelles là, 3 femelles gestantes, je vais dire. Mais ces femelles, c'est les 3 là qui doivent obligatoirement mettre bas. Est-ce dans ce cas, est-ce qu'il faut accoupler 3 femelles? Non. Il faudra aussi accoupler 4. Parce qu'il se peut que, si vous faites le juste, il peut y avoir avortement. On est d'accord? Donc, et c'est ça que vous faites. Ce qui veut dire quoi? Si vous avez ce plan, ça veut dire que chaque mois, vous êtes obligé donc d'accoupler au moins 4 truies. Chaque mois. De sorte que les naissances, les produits qui vont naître là, qu'il y ait une différence d'âge d'1 mois entre eux. On se comprend. Lorsque c'est le cas, ça devient ce qu'on appelle l'élevage en bande. Et c'est ça qui vous permet de maintenir votre clientèle au niveau de ces hôtels, de ces grandes surfaces, etc. Mais si vous avez beaucoup de femelles, vous avez beaucoup de mâles, vous ne contrôlez rien, vous ne les regroupez pas, vous pouvez avoir des naissances aujourd'hui, d'autres vont venir dans 2 semaines, l'autre c'est dans 1 mois, etc. Ce contrat, vous ne pourrez pas respecter ça. C'est pour ça, le regroupement des misbahs, le sevrage collectif, c'est important, mais c'est difficile à réussir lorsqu'on veut faire les accouplements naturels seulement par monte. Parce qu'à un moment donné, le mâle peut être fatigué. Vous vous dites, dans mon plan, il faut que je réussis à saillir au moins 8 femelles. Et vous avez un mâle. Ça ne va pas marcher. S'il fait 1, 2, 3, il est fatigué, les autres, il va les laisser. On est d'accord? Voilà ce qu'on peut dire concernant donc les races et les systèmes d'élevage qui existent et qu'on peut rencontrer. Lorsque nous prenons alors l'initiative de nous lancer, qu'est-ce qu'il faut? On voit qu'il faudra déjà choisir une race, mais il faut où les élever, les bâtiments d'élevage. C'est ce qu'on va voir. Pourquoi parler des bâtiments d'élevage? On va dire que les bâtiments, c'est l'ensemble des locaux et installations nécessaires à l'hébergement idéal des animaux. C'est leur milieu de vie. C'est là où on va les garder, les élever, pour qu'ils puissent produire et qu'on puisse avoir leurs produits, les suivre encore jusqu'à les vendre. Le bâtiment est donc un facteur capital de production qui est susceptible d'influencer donc les performances des animaux. Pourquoi? Parce que ça va coûter. Le coût peut être élevé, tout dépend de les moyens que vous voulez mettre. Si vous voulez faire la toiture en aluminium, le béton pour les murs, tout ça là, vous n'allez pas dépenser les mêmes choses que quelqu'un qui dit, bon, moi, ma toiture, ça va être en paille. Ce n'est pas la même chose. Donc, ça a un coût. Mais
si le bâtiment ne respecte pas un minimum de normes, les performances des animaux vont diminuer. On a vu tout à l'heure, lorsqu'on a une porcherie où c'est du sol nu, quand il pleut, il va mettre la terre, ça va créer de la boue, ils vont se coucher dedans, les microbes vont se multiplier, etc. Les animaux ne vont pas grandir en étant malades. On est d'accord? Mais lorsqu'on crépit, on cimente, etc., on peut bien nettoyer, désinfecter. Quand il va pleuvoir, l'eau, ça va partir, etc. Donc, facteur de risque sanitaire, en fonction qu'on ait mis des moyens ou qu'on ne l'ait pas mis, l'hygiène, inconfort, voire aussi difficulté de travail pour l'éleveur même et pour l'ouvrier. Parce que si on ne met pas ce qu'il faut, il pleut, vous avez trouvé que c'est de la boue, il y a même des matières fécales qui sont, quand vous regardez ça, vous n'avez plus envie d'aller travailler là. L'ouvrier aussi. Mais vous laissez les animaux dans cette saleté, la conséquence c'est que les maladies. On est d'accord? C'est pour ça que c'est important. Les difficultés de travail pour l'éleveur et pour vous-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Il faut faire ce qu'on doit faire en son temps. Il ne faut pas d'abord faire quelque chose pour dire après je vais. Et puis au moment où vous allez voir maintenant que ce n'est pas bon, ce que vous allez dépenser risque de dépasser ce que vous avez déjà mis. On est d'accord? On voit que de plus en plus, les gens consomment, la demande augmente. On note aussi que les gens créent des fermes et ils installent, soit c'est de l'amélioré semi-intensif ou bien c'est de l'intensif autour des grandes villes. Mais est-ce qu'on peut se lever comme ça pour installer une ferme, construire des porcheries sans pour autant avoir aucune idée, sans chercher à se rapprocher d'un spécialiste pour dire, écoutez, voici mon projet, moi je veux, pour prendre ses conseils. Vous comprenez? Lorsqu'on ne fait pas, on va faire et après, on va vous dire non, c'est pas bon, il faudra casser, il faudra faire ceci, et c'est une perte d'argent. C'est pour ça que j'ai dit, c'est bien qu'aujourd'hui, face à cette demande-là, de plus en plus de gens s'intéressent à l'activité d'élevage, surtout des porcs et qui créent des fermes, etc. Mais c'est très important de maîtriser les principes qui doivent sous-tendre la construction des bâtiments d'élevage. Parce que si on ne connaît pas ça, on fait et on passe à côté. Et c'est après maintenant qu'on va chercher le spécialiste pour lui dire de venir. Et là, c'est le médecin après la mort. Surtout dans les conditions tropicales où il fait très chaud, la survie de ces ateliers donc de production risque de poser problème, de prendre un coup. D'où l'intérêt de comprendre le vocabulaire et les divers types de logements qu'on doit avoir et quels sont les critères qui peuvent présider à leur choix. OK? Pourquoi il faut prendre en compte des éléments avant de construire les bâtiments? Par exemple, l'effet du climat. On doit prendre en considération. Si je suis dans une zone où vraiment pas de problème, c'est la fraîcheur tout le temps, est-ce que je suis obligé de construire un bâtiment pour laisser ouvert? Non. Je vais construire mon bâtiment fermé. Parce que l'animal a besoin de garder quand même une température corporelle constante. Si je laisse ouvert à tout moment, ça veut dire qu'il ne va sentir que de la fraîcheur. On est d'accord? Mais si je suis dans un milieu où il fait très chaud, est-ce que j'ai besoin de construire un bâtiment fermé? Ça veut dire que les réalités ne sont pas les mêmes en fonction des conditions climatiques. Le climat a une action directe sur la physiologie de l'animal, de même que nous. Indirecte par le biais de l'alimentation, quand il fait chaud. Ce qui vous préoccupe en premier lieu, ce n'est pas la nourriture, c'est l'eau. Ou bien, c'est l'eau. Mais quand il fait frais, il faut manger.
plus vous avez faim, vous sentez encore plus le froid. Parce que l'organisme ne trouve plus de substrat ou de nutriments à cataboliser pour vous procurer de l'énergie pouvant augmenter votre température corporelle à la normale. Mais quel sera l'effet indirect par le biais de l'alimentation? Quand il va faire chaud, il va donc diminuer sa consommation d'aliments, va chercher à boire plus d'eau. Quand il va faire frais, il va beaucoup manger. On est d'accord? Aussi, l'équilibre thermique, les déperditions calorifiques peuvent se produire. On peut perdre de sa chaleur dans un milieu, comme on peut recevoir aussi de la chaleur d'un milieu. Exemple, les pertes d'énergie sont proportionnelles à l'écart de température entre le corps et l'air ambiant. Si votre température corporelle est à 38 ou à 37 degrés et on vous met dans un milieu où la température est de 5 degrés, c'est vous qui allez perdre de l'énergie. Ou bien, la preuve, lorsque vous allez rentrer dans une salle comme ça, vous touchez même le siège, c'est tout frais, mais quand vous allez vous asseoir là, quelques temps après, ça va devenir chaud. Ça veut dire que vous transmettez de la chaleur d'abord pour chauffer avant, mais si vous ne portez pas aussi des habits, tout ça là, pour protéger votre surface corporelle qui est exposée, mais vous perdez aussi. Par contre, lorsqu'on augmente la température, on met ça à 30 degrés et on ferme, on vous dit de rentrer dedans. Si on ne vous sort pas dans les heures qui suivent, vous allez mourir. Parce que vous allez recevoir de la chaleur, ça vous chauffe, votre température corporelle commence par augmenter et c'est l'hyperthermie. On est d'accord? Donc, c'est ce qu'on a train de dire. Les pertes sont accentuées par l'air froid. Vous pouvez perdre plus de votre énergie si vous êtes exposé dans une ambiance où il fait trop frais. Par contre, si vous êtes dans un milieu où c'est la chaleur, là, vous ne perdez pas. C'est vous qui recevez même. Ça vous chauffe. Parce que l'ambiant est plus chaud que la température dont votre organisme a besoin. Donc là, vous ne perdez pas. On est d'accord? L'effet des paramètres d'ambiance, c'est la température. Comme on a dit, on voit que pour la zone de thermoneutralité, zone dans laquelle on peut élever les animaux sans qu'ils ne luttent ni contre le froid, ni contre la chaleur, ça varie. C'est 30-32 degrés par exemple pour les porcelets, alors que pour les adultes, c'est autour de 15 à 20 degrés. Ça veut dire quoi? Si vous placez un porc à cette température-là, il peut vivre normalement. Mais si c'est les porcelets, il faut que ça soit ça. C'est la même chose pour les poussins. Quand on prend les poussins, on dit qu'il faut chauffer, il faut allumer les radiants, etc. pour leur permettre, parce que leur zone de vie confortable, la température confortable pour leur permettre de vivre là, au jeune âge, c'est 31-33 degrés. Mais quand ils deviennent adultes, ils ont besoin donc d'une température beaucoup plus basse. Qu'est-ce qui va se passer lorsque la température va être très élevée? Baisse donc de l'ingestion alimentaire pour minimiser la production de chaleur. Lors de forte chaleur, normalement on transpire, on halète, on peut ouvrir, comme fait le chien, les poulets, ils ouvrent le bec, etc. Mais le porc, malheureusement, ne peut pas transpirer. Il n'a pas de glande sudoripare. C'est pour ça qu'il ne sait pas lutter contre la chaleur. C'est pour ça que lorsqu'on fait l'élevage de porcs en période de chaleur, c'est recommandé. Il faut les arroser de temps en temps, parce que c'est le seul moyen pour qu'il se rafraîchisse le corps, parce qu'il ne peut pas réguler à travers les glandes sudoripares. Donc, s'il fait trop chaud, source supplémentaire donc, de chaleur, et donc cela augmente le stress thermique.
Lorsqu'il fait très chaud aussi, les performances de reproduction baissent. Pourquoi? La sécrétion des hormones intervenant dans le métabolisme diminue, les difficultés pour détecter les chaleurs, on ne sait plus si l'animal est en chaleur ou pas. Les problèmes de maturation des ovules, baisse de la durée de l'oestrus ou de la chaleur, la maturation, l'activité ou la viabilité des spermatozoïdes aussi pose problème. C'est pour ça qu'il est aussi démontré que quand on expose trop des individus mâles à des fortes températures, cela peut jouer donc sur après la viabilité de leurs cellules reproductrices, notamment les spermatozoïdes. La baisse du taux de conception, taux de gestation, de survie de l'embryon, de la croissance du fœtus, et si la gestation tient, parfois les sujets qui naissent sont de faible poids. Donc c'est pour dire que quand la température est très élevée, ce n'est pas bon. Cependant, lorsque la température aussi est trop basse, ce n'est pas bien, ça crée aussi des effets défavorables. L'animal va se mettre à lutter tout le temps contre le froid. La conséquence, c'est qu'il va beaucoup manger. On est d'accord? Quand on mange trop, on peut devenir obèse. Quand on devient obèse, on a aussi des problèmes de reproduction, tout ça parce que les problèmes de kystes, les ovaires, tout ça vont être entourés de graisse. Et donc, les cycles vont devenir irréguliers. On trouve ce mois-ci, le mois qui vient, ça ne va pas arriver, etc. Donc, c'est la même chose. On voit qu'en fonction donc de l'âge, la true en lactation, porc en finition ou en croissance et les porcelets, la consommation de l'énergie varie en fonction de la température ambiante. Chez quel individu la consommation de l'énergie est plus élevée? Chez les sujets qui sont en lactation. Vous voyez qu'on est là. Ça a commencé par diminuer lorsque la température a commencé par dépasser les 22 degrés. On a dit, ils préfèrent les températures de 15 à 22. C'est pour ça que c'est bien élevé là. Par contre, quand on prend les sujets en croissance ou en finition, on voit que les sujets qui sont en finition, eux, ils préfèrent les basses températures que les fortes températures. Parce que dès qu'on passe de 18 à 19 jusqu'à 24, on voit que la diminution se fait donc de façon rapide. Par contre, pour les porcelets, cette température d'exposition ne les a pas tellement arrangés parce qu'on a vu qu'à une température de 18 à 29, il n'y a pratiquement pas eu une augmentation de la consommation d'énergie parce qu'ils ne se retrouvent pas dans une zone de confort thermique. OK? Et c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. L'hygrométrie, pour expliquer si l'air est trop chargé en eau, ça peut aussi gêner. Donc, on tient compte de ça aussi. Lorsque l'air est trop chargé en eau, difficulté d'élimination de la chaleur endogène par évaporation, ce qui accentue les effets de la température. Il y a des germes spécifiques qui peuvent se développer aussi et qui peuvent être à l'origine donc des maladies. Quand c'est trop chargé, on peut donc avoir des gouttelettes de microbes aussi se mélanger avec la poussière. Lorsque c'est faible, ça peut être trop faible aussi, ça peut développer des mycoplasmes et certains virus, par exemple le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine. L'accumulation de gaz et de poussière, ce n'est pas bon non plus. Par exemple, quand on prend le gaz ammoniaque, le taux ne doit pas dépasser 5 à 7 ppm. Il y a le sulfure d'hydrogène aussi. Le CO2 aussi, quand c'est trop accumulé, ce n'est pas bon. Et il y a des appareils qui permettent aussi de mesurer ces taux. Lorsque vous allez pour faire ça dans un élevage, vous partez et puis il y a des tubes, vous essayez donc de placer le tube, vous aspirez l'air, vous restez à la hauteur des animaux, vous tirez pour aspirer l'air avec votre tube. Si c'est l'ammoniaque que vous voulez tester, vous mettez la pipette permettant de doser l'ammoniaque. Si c'est le CO2, c'est ça que vous introduisez
et puis vous aspirez l'air. Quand ça rentre et que c'est chargé en fonction de la charge, ça décolore le contenu jusqu'à un certain niveau et c'est ça que vous lisez et qui correspond donc à la valeur ppm. OK? Et nous, en général, c'est ça qu'on fait quand on part sur le terrain avec nos étudiants, etc., pour apprécier si l'ambiance dans le bâtiment est trop chargée en ammoniac ou en CO2, etc. Et pour le cas de l'ammoniac, quand c'est trop chargé, ça pique. Ceux qui ont fait l'expérience, quand on fait l'élevage des poulets, que ça soit chair ou truc, surtout au sol, et qu'on ne ramasse rien, on n'a pas mis beaucoup de litière, quand ça mange, ça défecte avec de l'eau, etc. Dès que vous êtes à l'entrée, vous avez du mal à garder vos yeux ouverts parce que ça vous pique. Okay? C'est comme si on a uriné à un endroit pendant longtemps, etc. Donc, c'est très important. C'est pour ça qu'on recommande aussi de créer des ouvertures au niveau des bâtiments pour permettre que l'air puisse circuler, pour que ces gaz ne s'accumulent pas dans le bâtiment. Donc, cela peut contribuer à une baisse de l'immunité, créer des lésions au niveau des voies respiratoires, surtout dans les bâtiments surpeuplés. On a mis plus de sujets qu'il ne faut, mal entretenus et qui n'est pas bien ventilé. Okay? La vitesse de l'air aussi, normalement 1 mètre par seconde si la température est supérieure à 20 degrés. Mais lorsque la vitesse de l'air augmente, cela peut être bénéfique si la température ambiante est élevée. Parce que ça veut dire que l'air va circuler rapidement pour renouveler l'ambiance au niveau du bâtiment. Mais s'il fait déjà frais et que l'air circule à grande vitesse, ça va augmenter davantage la fraîcheur. Et ça, c'est un effet qui est néfaste. Oui? Je crois que les microbes ne font rien au corps, puisque je les voyais traîner dans les égouts. Que les microbes ne font rien. Mais quand on fait de... Je pensais que les porcs Oui? sont indifférents au type de microbes. Parce que je les voyais traîner dans les égouts. Mais c'est ce que j'ai dit, non? C'est sauf qui peut. Quand on a un animal, on ne lui donne pas à manger. Il n'a pas de l'eau à boire. Même là où toi tu es là, si tu restes toute une journée, on dit il n'y a pas de l'eau, etc. Tu peux même boire ton urine. Tu peux même boire de l'eau qui fait truc là pour survivre s'il le faut. On est d'accord? On boit l'eau de rivière, non? On boit l'eau de puits, etc. Moi, j'en ai bu, en tout cas, dans ma vie. Et je suis encore là. Mais je n'avais pas d'autre choix. Mais ces animaux qui sont laissés, c'est parce qu'on ne s'occupe pas d'eux. Ils se débrouillent eux-mêmes, ils se nourrissent eux-mêmes. S'ils ont soif, ils trouvent de l'eau stagnante, ils boivent, etc. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas tomber malades. Non. Ils tombent malades. Je vais vous montrer des photos des porcs malades, des porcs atteints de parasitoses, là, où le foie est bousillé, les poumons bousillés par les parasites, tout ça. J'avais cru qu'il fallait juste les laisser traîner, manger des saletés. Non, non. On ne peut pas élever si on les laisse traîner, si on veut faire l'élevage, on ne va pas laisser les animaux divaguer dans la maison des autres, aller n'importe où, non. C'est une activité, on les garde et on s'occupe d'eux. C'est bon? Voilà. On va se poser donc la question de comment faire. Le but, c'est quoi? Si nous construisons donc un bâtiment, c'est que le bâtiment nous permet donc de maîtriser un peu ces paramètres-là afin de pouvoir diminuer l'effet et non augmenter l'effet de ces paramètres sur l'animal. Pour obtenir une bonne ambiance donc, dans les bâtiments, il faut prendre en compte un certain nombre de ces paramètres dans la construction. La maîtrise de ces paramètres pour le bien-être des animaux, c'est axé surtout sur la ventilation. Est-ce que le bâtiment permet à l'air de circuler?
La ventilation, ça peut être naturel ou dynamique. On peut laisser le vent ou bien on peut créer soi-même de façon artificielle. Mais ventilation naturelle ou statique, c'est utilisé grâce aux effets cheminés. Ça veut dire quoi? Il faut créer des entrées et aussi des sorties. Mais on ne va pas créer ces entrées n'importe comment. On va tenir compte de, nous on est ici, le vent ça circule où? C'est de l'est à l'ouest, c'est du sud au nord. On doit comprendre ça pour orienter les ouvertures dans le sens de circulation du vent. On est d'accord? Donc, entrée et sortie d'air adéquate, suffisante, proportionnelle, mais aussi effet vent, action complémentaire de l'effet cheminé sous réserve de la force et de l'orientation du vent dominant. Effet vent, ça veut dire quoi? Moi, je sais que bon, ça circule là à là. Normalement, ce que je dois faire, c'est quoi? Ça veut dire que je dois créer des ouvertures ici. Ça, c'est l'entrée. Et donc, je viens encore, je crée des fenêtres à ces différentes parties-là, de sorte que l'air rentre, ça sort. L'effet vent, c'est quoi? Il se peut que de façon brutale, cette circulation qu'on connaît pour le vent change et que ça fait comme ça, ou bien ça fait comme ceci. Du coup, la salle ne peut plus être ventilée correctement. Qu'est-ce qu'on fait? On nous dit qu'il faut créer donc l'ouverture à un endroit où il ne fallait pas. De sorte qu'au moment où vous allez constater que le vent ne circule plus normalement suivant le sens que vous avez connu avant, vous les ouvrez pour mieux aérer le bâtiment. C'est tout. Il faut tenir compte de la densité animale, le nombre de sujets qu'on va mettre par superficie, en mètres carrés. Ça varie en fonction des animaux et de leur race. Si c'est les porcelets, ce n'est pas le même nombre qu'on va mettre. Si c'est une truie adulte, ce n'est pas la même chose. Si c'est un verra, ce n'est pas la même chose. Si vous mettez plus, ça veut dire que vous êtes en surdensité. On va étouffer. C'est comme si ici, vous avez vu qu'on a mis des chaises là, ça veut dire que ça ne peut pas prendre plus que la place qui est là. Mais on ne s'y attendait pas. Vous êtes venus tellement nombreux qu'on a dit non, c'est truc finalement ça gêne. Il faut que tout le monde puisse s'asseoir. On dit sortez les chaises, vous vous asseyez au sol. Et on vient ici, on remplit tout. Pour passer même là, je serai obligé d'escalader. Ça étouffe. On est d'accord? Ça veut dire que c'est une surdensité. OK? C'est pour ça qu'il faut respecter. Lorsqu'on fait la surdensité, on va donc créer encore beaucoup plus de stress et plus de chaleur aussi au niveau du bâtiment. On est d'accord? Quels sont les principes pour aménager un bâtiment? Il faut, dans un premier temps, être sûr que là où vous voulez construire, c'est loin des habitations. Loin des habitations. Et que l'accès est facile. Pourquoi loin des habitations? Les gens vivent là. Vous créez votre porcherie ici. Vous allez les gêner. Le jour où vous n'allez pas distribuer l'aliment, ou bien vous êtes en train de distribuer l'aliment, ils crient. Ils vont se plaindre. Les matières fécales, vous les stockez, vous ne les ramassez pas régulièrement. Ça commence par dégager des odeurs. C'est pas bon. C'est pour ça, loin des habitations, pour éviter que ça crée des nuisances. C'est pour ça, l'état du sol, aussi l'approvisionnement, la commercialisation. Pourquoi accès facile? Parce que pour pouvoir approvisionner, vous achetez vos aliments, tout ça là, si c'est dans un bas-fond, comment vous allez faire pour aller mettre les aliments, les intrants que vous allez acheter, tout ça, ça va être difficile. La même chose aussi si vous voulez les vendre, qui va accepter venir dans le trou là-bas. C'est pour ça qu'il faut que ça doit être loin, mais que ça soit quand même dans une zone qui est bien accessible. Que le bâtiment soit bien orienté par rapport au vent dominant, la circulation normale. Bien orienté dont on parle ici, c'est pour permettre une bonne aération et une bonne ventilation.
Si on doit orienter, on reconnaît de manière générale que habituellement le vent circule de l'est à l'ouest, direction est-ouest. C'est ce qu'on reconnaît. Pour permettre donc que l'air puisse bien circuler dans un bâtiment, comment on doit orienter le bâtiment? Le bâtiment doit être comment? Le bâtiment doit être orienté. Hein? Doit être orienté sud-nord. Donc ça veut dire que la longueur doit faire face soit à l'est ou à l'ouest. On est d'accord? Et là, ça veut dire que vous créez les fenêtres sur les longueurs. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on a tenté de faire ici pour dire voilà, si on suppose que c'est est-ouest, le sens de circulation du vent, le bâtiment idéal au niveau duquel on peut créer des ouvertures pour faciliter, c'est ça là, cette direction. Donc ici c'est la longueur et là ça va être la largeur. Donc on peut créer les ouvertures là, donc ça va circuler facilement. Et on crée aussi de l'autre côté, ça circule. Mais quand vous faites comme ça, votre bâtiment ne peut pas être bien aéré. Parce que la largeur là, c'est trop petit. Combien d'ouvertures vous allez créer? Ce n'est pas possible. On est d'accord? On nous dit, il peut arriver que vous ne respectez pas exactement ça. Mais si vous disposez ça aussi comme ça, c'est bon. Même comme ceci aussi, c'est bon. Parce que vous aurez créé les ouvertures. Quand je mets ça, pour suivre, ça c'est ce qui est recommandé. Parce que ça c'est la circulation du vent. Parce que là, vous créez les fenêtres, ok? Ensuite, vous créez. L'air rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Mais si vous construisez le bâtiment comme ça, vous l'orientez comme ceci, alors que vous avez les ouvertures et le vent circule comme ça, ça pose problème. On est d'accord? Mais on nous dit, on peut ne pas respecter exactement ça, mais vous pouvez aussi l'orienter comme ça. Ça ne gêne pas tellement. Parce que vu que le vent circule comme ça peut toujours balayer l'intérieur de votre bâtiment. Et même si on essaye aussi comme ceci, ce n'est pas trop gênant parce que ça peut toujours balayer. Mais si vous disposez comme ceci, là, ce n'est pas bon. On se comprend, hein? De structures adéquates, bien organisées pour réduire la pénibilité du travail. Donc, qu'on ait la maternité, l'engraissement, le bâtiment pour le post-sevrage, les jeunes, etc. Et pour le verra. Les dimensions aussi appropriées pour respecter la densité et permettre l'exercice et le repos donc, aux animaux. Quels sont les critères d'un bon logement? Un bon logement doit pouvoir permettre d'assurer une protection contre le soleil, la pluie, l'eau de pluie et les intempéries. On ne peut pas faire un bâtiment, à chaque fois qu'il y a un vent, c'est enlevé. Ce n'est pas bon. C'est censé rester là pour protéger les animaux contre ces divers éléments. L'aisance et la confortabilité du sol ou de la litière. Parfois, lorsque vous carrelez même une porcherie, ça c'est trop ça. Les animaux vont glisser, à chaque fois, c'est des problèmes de fracture que vous aurez. On peut bétonner. Lorsqu'on fait sa désinfection, tout ça là, on a du copeau, on peut mettre, surtout quand c'est une femelle qui a des petits, ça assure un peu un confort, ça lui permet aussi de faire le nid, etc. C'est pour ça qu'on dit, même si on met du béton, il faut faire sous forme de chape pour que ça ne soit pas trop glissant. L'animal peut se tenir, etc. Mais vous aussi, vous pouvez nettoyer après. Bonne ventilation et bonne luminosité, ça veut dire qu'il faut créer des ouvertures comme cela se doit. Bonne hygiène
et bonne propreté du local. Ça veut dire qu'il faut bétonner, sinon vous ne pouvez pas nettoyer ni désinfecter. Disponibilité d'abreuvoirs et de mangeoires pour un accès facile à l'eau et à l'aliment. Ensuite, il faut qu'il y ait un dispositif de manutention des déjections. On doit créer de petits canaux qui va conduire vers une fosse à fumier. Quand je nettoie le bâtiment, que l'eau ne reste pas dans le bâtiment, mais que ça soit drainé vers la fosse, de manière à ce qu'on sait que tout est centralisé. C'est la seule façon de contrôler son exploitation et d'éviter aussi les maladies. Vous nettoyez un bâtiment, l'eau est déversée à côté du bâtiment. Ça veut dire que les germes, vous les poussez du bâtiment et vous les avez maintenant sortis, mais ils font une sorte de clôture autour de votre bâtiment. Ça veut dire qu'à tout moment, les animaux peuvent encore tomber malades. On est d'accord? Donc, collecte et enlèvement des fumiers de façon régulière. Quelques éléments à prendre en considération. Parlant de logement, on peut avoir traditionnel, moderne. Donc, il suffit de bien observer la toiture, les murs, c'est en quoi, c'est béton, c'est en bois. Le sol, est-ce que c'est cimenté ou non? Les dimensions, est-ce que c'est respecté? L'effectif d'animaux par rapport au nombre de bâtiments disponibles? Est-ce qu'on a respecté la densité, les dispositions des différents bâtiments et les bosses d'élevage? Par exemple, le bâtiment de saillie ou la verraterie, là où on va garder le mâle pour faire venir les femelles pour les accoupler, le bâtiment de maternité pour les femelles allaitantes, les bâtiments de post-sevrage pour les jeunes qu'on a sevrés, les bâtiments de croissance, engraissement, les bâtiments de finition. Et quand ça sort de finition, ça veut dire que ça va sur le marché. On est d'accord? Donc, ça ne va pas plus retourner dans la ferme. Et les matériels d'élevage, comme on a dit, mangeoires, abreuvoirs, les équipements, on les observe. Quelques exemples de bâtiments. Vous voyez ici qu'on a bâtiment à double pente. Vous avez une pente là et une là. Et un couloir central, ce qui veut dire les animaux sont ici. OK? Le modèle, à peu près, le couloir central avec un mur qui est là, mais vous voyez que ces parties sont vides. Donc ça veut dire que c'est un bâtiment qui est presque ouvert, semi-ouvert pour ne pas dire presque ouvert. Là, parce que nous sommes en zone tropicale. Mais on a dit le bâtiment doit être orienté perpendiculairement au vent dominant. Ça veut dire que le vent, ça fait comme ça. On est d'accord? Comme on sait ici que cette partie-là déborde, on l'a mis de ce côté. Mais si on l'avait mis comme ceci et ça déborde, ce serait plus facile pour le vent de l'enlever. C'est très important. Lorsque tout est collé, ça ne pose pas problème. Ça, c'est vu du ciel et c'est fait en tôle. Ça veut dire que cet espace-là, c'est libre ici et ça sert un peu de cours pour que le soleil rentre, etc. Et quand il fait truc, ils sont obligés donc de se mettre au milieu. Et là, normalement, il y a un mur central qui essaye donc de séparer et on entre par ici et de l'autre côté aussi, on va mettre les portes. OK? Vue du ciel aussi d'une porcherie, toiture en tôle de zinc, mais ici avec lanterneau et parois, lanterneau et murs ou parois en bois. Donc vous voyez là quand même qu'on a mis les murs en bois dans l'intention de faire quoi? De réduire un peu le coût d'investissement. Pourquoi? Parce que lorsque c'est en bois, le bois coûte moins cher. On est d'accord? Le bois coûte moins cher que acheter du ciment, faire des briques, etc. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire ici. Les lanterneaux, c'est pour dire que l'air va bien circuler, mais déjà le fait que c'est en bois, vous voyez qu'entre les bois, quand même, il y a de petits espaces où l'air peut même circuler, même ras le sol. Lorsqu'on construit comme ça, ce qui est souvent recommandé, c'est que tous les bâtiments quand même soient ceinturés après maintenant par un mur. Sinon, lorsque c'est comme ça, le vent qui circule de partout peut quand même, et là, les animaux peuvent aussi choper rapidement la maladie.
Mais ce n'est pas interdit, hein. On peut faire ça. Ça permet de diminuer les frais. Mais que ça soit quand même à l'intérieur d'une zone assez sécurisée. Double pente, parce que cela permet d'assurer comment on appelle, une bonne protection, hein, contre le soleil et contre la pluie. Et cela assure aussi une bonne ventilation. Et comme on a dit, hein, cet investissement est relativement moins cher, hein, mais est nécessaire en climat chaud, hein, pour garder donc une température d'élevage relativement raisonnable. OK? Alors, le plan, tout ce qu'on a dit, lorsqu'on a sa ferme, on doit pouvoir adopter un plan de marche. Ou quand on veut faire, on dit voilà, moi je vais mettre ma verraterie ici, ensuite je vais mettre les maternités, après c'est le post-sevrage, après c'est l'engraissement, etc. Et c'est ce qu'on a fait ici. Quand vous regardez ce plan de distribution, le plan de distribution de cette ferme, vous avez pratiquement tous les bâtiments dont on a parlé. Vous voyez ici que là, c'est quoi? Cette partie, c'est quoi? C'est la verraterie, où vous avez le mâle, la femelle, femelle, mâle, femelle. Donc, il y a 3 bosses à chaque fois. Et ici, c'est le couloir central, hein. Donc, vous voyez ici, ça, c'est le premier bâtiment avec son couloir central, un deuxième avec son couloir central et un troisième avec son couloir central. Ce qui veut dire, lorsqu'on rentre par là, vous avez des femelles là et là, et là et là. Mais les mâles occupent les bosses du milieu. C'est pour permettre facilement de détecter les femelles qui vont manifester les signes de chaleur pour qu'on puisse les mettre en accouplement, les accoupler. La proximité avec le mâle permet facilement de repérer les femelles qui viennent en chaleur. C'est pour ça, si l'on veut avoir le maximum de taux de gestation, il faut garantir, être sûr de pouvoir bien détecter les chaleurs. Lorsque on confirme les femelles gestantes, on les transfère là, gestation 1, gestation 2. Lorsqu'on est maintenant à 2 semaines de la mise bas, les femelles qui sont gestantes là, on les transfère, on les répartit dans les salles de maternité. Vous avez première maternité, deuxième maternité, troisième maternité. Donc, on rentre par là et chaque maternité a au moins 8 bosses. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre 8 trucs ici, 8 là et 8 là. 3 fois 8, ça fait 24. Lorsque les femelles sont en maternité, la finalité, c'est qu'elles allaitent jusqu'à l'âge qu'il faut pour qu'on procède au sevrage. On sèvre les porcelets à 6 semaines maximum, 42 jours. Quand on va les sevrer, on va retourner les petits ici. Donc, c'est ce qu'on a appelé engraissement 1, engraissement 2, engraissement 3. L'engraissement 1 peut être le post-sevrage. L'engraissement 2, ça peut être la croissance. Et l'engraissement 3, la finition. Et quand on est là, c'est sorti. On va appeler le client, il viendra et on vend et c'est parti. Donc, c'est un peu le plan de masse avec les différents types de bâtiments. Alors, quand on veut faire, on nous donne aussi quelques informations qu'on peut respecter. Hein, même avec les moyens de bord, on peut faire. Hein, on n'a pas besoin de milliards avant de pouvoir quand même faire. Hein, et un exemple, vous voyez ici, largeur 2,50 m, ici 2 mètres, hein, longueur, oui, je crois, hein, longueur 2 mètres, non, ou bien largeur, je crois, largeur 2 mètres, et ce côté-là, 2,50 mètres. Et on vous dit, la hauteur pour la toiture, normalement, ça fait 2 mètres, plus 0,8, ce qui vous fait au sommet, ça fait 2,8 mètres. Et on vous dit, si vous devez faire les bois, il faut à peu près 1 mètre
pour éviter que les animaux ne puissent escalader. Et par rapport au niveau donc, du toit, ça fait 1 mètre plus 0,8. Et le tout, vous voyez que c'est ça qui vous fait donc les 2,8 mètres. OK? Qu'est-ce qu'on doit respecter lorsqu'on veut mettre les animaux dans ces bâtiments? C'est surtout la densité. Lorsqu'on est dans un bâtiment de maternité, la norme nous dit qu'il ne faut pas dépasser une truie. On peut réserver 4 à 10 mètres carrés par femelle. Parce que la maternité, c'est les femelles allaitantes et en fin de gestation qui sont là. Et donc, par sujet, si on doit construire, il faut réserver au moins 4-10 mètres carrés pour une femelle. Lorsqu'on serve les porcelets, qu'on les transfère en post-sevrage, il faut leur réserver à peu près 0,3 à 0,8 mètres carrés par sujet. Donc, si j'ai par exemple une superficie de 8 mètres carrés et que je veux mettre les porcelets, combien de sujets je dois mettre? 8 mètres carrés, ça veut dire que j'ai 2 mètres sur 4. Combien de porcelets je peux mettre? Je divise par 0,8. Donc, ça fait 10. Ça fait 80. Ça fait 8 divisé par 0,8. Ça fait 80 divisé par 8. Ça fait 10. Ça veut dire qu'on ne doit pas dépasser 10 porcelets. C'est ce que ça signifie. OK? Et c'est ce qu'on a donné comme information. En réel, une photo qui est là où on a mis des porcelets jeunes là. Et vous avez aussi ce qu'on a construit avec les trucs où on a mis. Quand vous connaissez la longueur, la largeur, ça vous permet de connaître la superficie. Et en fonction de la catégorie d'animaux que vous voulez introduire, vous déterminez le nombre sur la base donc, des normes de densité. Donc, on ne va pas mettre pour mettre, comme on fait dans le village où on prend juste un petit enclos et on met jusqu'à 30 porcs dedans, l'un se couche sur l'autre, etc. C'est ça qui augmente les mortalités. Lorsqu'ils sont un peu gros, on passe à la croissance engraissement entre post-sevrage et finition. Donc, on dit on peut aller jusqu'à 2 mètres carrés par sujet parce que quand même, c'est des sujets maintenant qui sont gros, jusqu'à 70 kg, ce n'est pas petit. Et vous voyez ici, 3 mètres sur 2, ça fait combien de mètres carrés? Ça fait 6 mètres carrés. On est d'accord? On a mis combien de sujets ici? Ça fait 1, non? 2, 3, 4, 5. Ou bien 6 divisé par 5. Ça fait 1,2. Ou bien, ça veut dire qu'on a réservé 1,2 mètres carrés par sujet ici. On est bien dans la tranche là. On a dit 0,5 à 2. On est d'accord. Donc, c'est comme ça il faut faire. Et en réel, vous voyez ici, port entre post-sevrage et finition, croissance, engraissement. Donc, vous avez vu ici que c'est des sujets 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est un enclos de 2 sur 3. On est d'accord. Le bâtiment de finition abrite les porcs ayant atteint le poids d'abattage, et ceux en réforme. Donc, quand les poids ont 60-70 kg, là, la croissance c'est fini. On peut passer à la finition. Ça veut dire qu'on va pousser pour aller jusqu'à 100 kg de poids vif avant de les vendre. La densité, dans ce cas, c'est 2-3 mètres carrés par sujet. 2,5, 3 mètres carrés par sujet. La verraterie abrite les verras ou géniteurs, les truies vides en attente de saillie et les truies saillies. C'est pour ça qu'on dit il faut réserver 6 à 10 mètres carrés par verra. Donc, un espace d'au moins 3 mètres sur 3 ou 2 mètres sur 5 à peu près, pour qu'il y ait vraiment d'espace, parce que c'est là aussi qu'on va mettre la femelle après pour la saillie. Et il faut donc leur permettre donc de faire la parade, tout ça. Et en général, je crois que ce que j'ai voulu expliquer par ce schéma, c'est dit encore là-bas. Pourquoi? Parce que quand vous avez la verraterie qui est disposée,
pour facilement détecter les chaleurs, on peut aussi les placer en tête à tête. C'est-à-dire quoi? Vous avez ici, comment on appelle, l'entrée qui est là, avec un espace ici qui sert de dépôt. Et puis, vous avez ici le couloir et là, le couloir. Mais dans ce couloir, vous avez les bosses et vous avez les bosses. Ça veut dire quoi? Si vous voulez rapidement détecter les chaleurs, si vous placez la femelle là, il faut placer le mâle ici. Si vous placez le mâle là, la femelle ici, de manière à ce qu'ils se regardent, ça permet facilement de détecter les chaleurs. Vous allez comprendre mieux pourquoi quand on va aborder le point suivant. Comme matériel d'élevage, on peut utiliser les cages d'insémination ou les cages pour truies gestantes. Si c'est la monte naturelle, on n'a pas besoin de ça. Mais si on doit inséminer la femelle, c'est-à-dire prélever le sperme du mâle, conditionné pour mettre sur la femelle, il faut quand même des cages qui servent un peu de contention, où l'animal ne peut pas se retourner pour s'opposer donc à ce que vous voulez faire. Et c'est ça qu'on a donné ici comme information en disant normalement longueur à peu près 2 mètres et un espace pour laisser la nourriture et l'eau. C'est ça qu'on y est 0,40 cm et on laisse à peu près 60 cm de largeur pour qu'une truie quand même puisse rentrer et que vous puissiez vraiment faire votre travail. Et quand c'est le cas, 5 à 2 mètres carrés. Mais ce n'est pas un lieu où vraiment on va laisser l'animal de façon permanente parce que c'est contraignant. Et aujourd'hui, avec le bien-être animal, les normes sur le bien-être animal, l'élevage en cage et autres là, c'est interdit. On ne peut plus même se permettre de faire ça parce que c'est trop contraignant pour les animaux. Ok? Par exemple, cage pour les truies en maternité. Dans l'élevage intensif, vous allez en France, au Canada, où les gens ont fait vraiment de l'élevage intensif, les truies sont comme ça. Quand c'est une truie qui est transférée à la maternité et qui va mettre bas, d'ici là, et donc, c'est là où elle va rester, elle va mettre bas, on lui donne à manger, elle mange, elle se couche, elle ne peut pas se tourner, etc. On dit non, c'est un être vivant, après tout. Ce qui fait que l'élevage cage comme ça, c'est interdit. Ça peut être utilisé au cas où on veut faire une injection, donc ça va jouer le rôle de contention, mais pas maintenant pour encore installer ça dans des fermes de façon comme on a vu. C'est pour ça que j'ai mis point d'interrogation. Bien-être animal, comment on appelle, exige. Quelques autres matériels, c'est les mangeoires. Vous voyez ici, mangeoire, abreuvoir. Ça peut être aussi comme ceci, mais vous voyez la différence entre ça et ça, c'est qu'on a mis des séparations. Ça permet de limiter les bagarres. Quand ils mangent, ils mangent. Dès que l'autre veut se mettre à côté, ils ont tendance à donner des coups de tête. Mais quand on met les barres comme ça, il essaie une fois, il voit qu'il se cogne contre le truc, il ne va plus continuer. Donc, chacun reste à sa place. Et en réel, c'est ça qu'on a fait ici, dans la porcherie, où j'ai fait fabriquer donc, des barrettes de fer et j'ai essayé donc, de séparer, ce qui permet aussi de savoir à peu près combien d'animaux peuvent se tenir pour manger sans difficulté. Les abreuvoirs aussi, ça peut être en bois, ça peut être aussi fabriqué en béton, qu'on nettoie régulièrement, et aussi en fonction des moyens, des abreuvoirs pipettes, où l'eau est là, dès qu'ils touchent, ça vient et ils boivent, tout dépend de ce qu'on veut. Alors, on a choisi, on a fait le bâtiment, on se lance maintenant dans la production. Ça veut dire qu'il faudra gérer les animaux et les mettre en place. Donc, c'est pour vous dire quoi? Comment conduire les animaux que nous allons mettre en place. C'est ça. OK? On va commencer par d'abord gérer leur reproduction, la saillie,
avoir des petits, les allaiter pour les sevrer. C'est le plus important. OK? Il faut aller prendre votre café.